Bonjour à tous et bienvenue à tous et toutes pour ce nouveau live que nous faisons aujourd'hui sur un sujet qui vous intéresse sûrement parce que vous êtes là. Ça fait sur l'IA Search. On va parler de POC et Géo. On va vous dire ce que c'est tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait un mois qu'on n'avait pas fait de webinaire. Vous étiez peut-être venu au Digital Rise il y a un mois, cette semaine de webinaire, que nous avions réalisé. On va enchaîner de suite. Moi, je suis Xavier Favarel. Je m'occupe de la partie marketing acquisition à l'agence WAM. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez. Le temps que tout le monde se connecte. Nous, on est basé à Lyon. S'il y a des Lyonnais dans la salle, ça nous intéresse aussi parce qu'on fait un after-work bientôt à l'agence sur le sujet paid. Donc, s'il y a des Lyonnais, ça peut vous intéresser. On peut vous inviter. On vous mettra le lien dans la conversation que vous avez à droite. Et ce matin, nous sommes avec David et Marion. Je vais vous laisser vous présenter à tous les deux. Bonjour, merci Xavier pour l'intro. Pour le coup, donc moi c'est Marion. Peut-être que certains d'entre vous m'ont déjà vu pour les Digital Rise où j'ai fait une conf justement sur la stratégie éditoriale à adopter pour les LLM et les moteurs de recherche. Donc je suis responsable de compte à l'agence WAM, mais quand je suis arrivée en 2020, j'étais chef de projet éditorial, donc j'ai l'aspect éditorial de mon côté et je travaille aussi beaucoup sur la partie IA et notamment avec David. Oui, bonjour à tous et toutes. Je suis David Escholzer, dirigeant et fondateur de l'agence WAM et curieux et chercheur invétéré des nouvelles façons de progresser, de faire progresser la visibilité des marques dans les écosystèmes de recherche. Parfait, merci à tous les deux. On va démarrer quelques infos avant de démarrer ce webinaire, ce live. Vous avez l'habitude. Laissez-nous votre avis quand vous quitterez ce webinaire. On en a besoin pour nous améliorer. Surtout, posez vos questions dans le petit chat à droite. On va vous y répondre en fin de webinaire. On prendra tout le temps qu'il faut pour répondre à toutes les questions. Ensuite, n'hésitez pas à participer au sondage et bien sûr, vous aurez le replay et puis on fera un article récap sur le site de l'agence WAM si vous avez besoin de revenir sur le sujet. D'ailleurs, premier sondage, exactement, Marion, tu peux... J'ai spoilé, ouais. Tu t'as spoilé le temps que tout le monde se connecte. Vous pouvez répondre à cette question. Vous avez un module sondage à droite. Aujourd'hui, pour vous, l'IA Search, le GEO, le Generative Engine Optimization, pardon pour mon anglais. Pour vous, c'est quoi? Est-ce que c'est une priorité? Est-ce que c'est une opportunité? C'est un sujet important parce que vous en entendez parler, mais c'est flou. Ou alors, est-ce que c'est un buzz de plus à décoder? N'hésitez pas à nous répondre. Il est 11h05, les gens se connectent tranquillement. On a des gens de Nice, de Aix-les-Bains, de Lyon, de Paris, de Bruxelles, de Bangkok. On nous regarde de loin. Écoutez, on va démarrer. Je pense que on a pas mal de choses à vous dire, à vous raconter, surtout David et Marion. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est de vous aider à comprendre pourquoi, si votre marque est déjà visible dans les IA Search, pourquoi, comment on peut faire, quel levier on peut activer. Et surtout, ce troisième point qui est important, c'est comment on arrive à le faire concrètement. Et pour ça, on a une méthodologie à l'agence WAM qu'on va vous présenter. Parce que en fait, ça se travaille et on a toutes les équipes, tous les experts pour le faire. Et Marion et David vont nous en parler. Mais avant, on va casser quelques idées reçues. Si, Marion, tu veux. On va parler de quelques idées reçues. Première idée reçue, c'est que l'IA aujourd'hui remplace Google. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? La réalité, c'est que c'est faux. Elle remplace pas Google, bien sûr. Elle s'appuie dessus, en revanche, parce que ChatGPT utilise Google comme moteur principal pour ses recherches. Donc, en fait, les utilisateurs de ChatGPT continuent d'utiliser Google sans forcément le savoir. Idée reçue numéro 2, on peut optimiser ChatGPT. Alors, pas exactement. Et même si on veut être un peu précis, en réalité, c'est faux. On ne peut pas optimiser directement, mais on peut influencer ses réponses via les contenus que les LLM vont utiliser. Alors, soit dans les données d'apprentissage, celles qui ont permis de construire sa connaissance du monde, mais ça prend du temps et les résultats sont assez incertains.
même si des fois on a des belles surprises, et soit et surtout dans les résultats tirés du web, donc qui impliquent une recherche en temps réel. Et là, ils viennent piocher dans Google et dans Bing, donc on peut influencer. Idée reçue numéro 3, l'IA Search est réservé uniquement aux grandes marques. Ça, pour le coup, on l'entend beaucoup, mais c'est faux. Et heureusement, hein, c'est comme les moteurs de recherche, c'est pour tout le monde. Hein. Toute marque avec une bonne autorité digitale dans son secteur d'activité, même si vous êtes sur une niche, peut être visible dans les IA Search et ça peut vous servir. On a notamment un cas client chez nous qui s'appelle donc Sofiap, qui travaille quand même sur quelque chose d'assez niche. Pour ceux qui connaissent le prêt subventionné par l'entreprise, et grâce à la stratégie qu'on a mis en place pour lui, il a pu être très visible sur les IA Search. Son autorité digitale a augmenté et du coup, il a acquis bien plus de leads qu'avant de mettre en place cette stratégie. Par contre, on sait effectivement qu'il existe un biais d'autorité et que les grandes marques s'imposent dans les données d'entraînement des LLM, ce que vous disiez à l'instant, David, sur la partie base de données, parce que ça, c'est dû aussi à toute la stratégie Earn qu'ils vont faire et que ChatGPT reprend beaucoup. Mais c'est pas pour ça que vous pouvez pas travailler sur votre stratégie Earn et Owned sur la partie recherche web que déclenchent les LLM. Et Sofiap, c'est un cas que vous avez à disposition sur le site. On l'a mis sur le site, on a eu un prix, les Semi Awards, prix spécial IA Search, d'ailleurs, sur le sujet. Donc, on vous a mis le lien pour avoir toutes les infos. Idée reçue 4, c'est trop tôt pour agir. Alors, vrai et faux. Non, les marques présentes dès aujourd'hui, évidemment, construisent leur mémoire dans les LLM, et donc c'est la visibilité de demain. Par contre, et toutefois, il faut quand même avoir une certaine maturité SEO, vous commencez à le comprendre, parce que ces outils viennent piocher dans les résultats, notamment de Google. Donc, c'est indispensable d'avoir déjà une maturité. On verra les prérequis dans un instant. Voilà, donc il faut voir le géo comme un prolongement du SEO. Et donc, quand on a compris ça, eh bien, on comprend que c'est le passage obligatoire avant de penser à la suite. Voilà. Idée reçue numéro 5, les visites en provenance des LLM sont moins nombreuses, mais convertissent mieux. C'est vrai qu'on l'entend aussi, mais c'est faux. Contrairement à l'idée répandue, tout ce qu'on a entendu dans les discours de Microsoft, de Google, il y a une étude qui a été menée par l'Université de Hambourg sur quand même 973 sites web qui vient justement casser cette idée reçue en montrant que le taux de conversion de ChatGPT est de 13% moins élevé que celui du search organique de Google. Donc, c'est pas le moment de laisser tomber justement votre stratégie SEO. Et ça en revient à peine mieux que le social, pour le coup. Très bien. Et nouveau sondage, avant de continuer. Où est-ce que vous en êtes, vous, sur votre adaptation à l'IA Search, au Géo? Est-ce que vous avez commencé à explorer le sujet? Est-ce que vous avez déjà lancé des actions? Est-ce que vous avez déjà testé des outils, des audits? Ou est-ce que déjà, vous êtes hyper structuré, vous êtes lancé, vous le suivez et ça fonctionne? Voilà. Et pareil, petit sondage à droite de votre écran. Et puis, voilà, Marion, David, allez-y. Alors, la première question, je vais laisser David prendre la main, mais ça va être dois-je me préoccuper de l'IA Search? Eh bien, on va apporter les éléments de réponse. Le premier élément de réponse, il est tiré de la dernière étude parue au mois d'octobre de McKinsey, qui inclut Google AI Overview. Vous savez, ces réponses IA générées qui viennent se loger au-dessus des liens bleus dans Google natif. On rappelle que Google a un taux d'adoption de 95% dans le monde. Donc évidemment, ça en fait un outil indispensable. Et quand on prend ça en compte, plus ChatGPT, etc., ce que l'on voit à gauche, c'est qu'en réalité, les résultats générés par les IA Search sont déjà devant ceux du search classique. Ça veut dire que 44% des utilisateurs de l'IA affirment que c'est déjà leur principale source d'information. Donc on voit que c'est lancé comme un boulet, en fait, et tout le monde se met à l'utiliser. Alors évidemment, qu'est-ce que ça veut dire si on zoome toujours dans cette étude McKinsey? Eh bien, ChatGPT, Google AI Overview, Gemini, etc., sont devenus des interfaces surtout
là où ils sont les plus forts, de découverte d'un sujet, de comparaison des solutions et des propositions, d'évaluation dans le parcours d'achat. Et c'est comme ça que vous voyez, par exemple, qu'en découverte, tout en haut, eh bien, vous avez jusqu'à 70% d'utilisation de l'IA Search, donc préféré aux outils de recherche classiques. Mais la réponse est, la réponse est oui, est assez claire, l'explication est assez claire. Ces outils excellent dans la synthétisation et c'est pour ça qu'ils s'imposent assez clairement dans ces phases de découverte, considération et décision, évaluation, comparaison. Il y a un exemple qui était donné dans cette étude McKinsey. Vous le voyez, si vous recherchez une paire de baskets pour du trail ou autre, et que vous demandez justement quels sont les types de chaussures que je devrais considérer, la réponse est très structurée. Ensuite, si je demande avec mes spécificités à moi, si je suis supinateur par exemple, et que je suis plutôt un trailer occasionnel ou au contraire déjà affirmé, j'ai pas les mêmes réponses et c'est pas moi qui vais faire les comparaisons, c'est lui. Et puis pour justement évaluer, prendre ma décision ou aider ma décision, il va tout comparer jusqu'au prix, la taille, la disponibilité et c'est là que ces outils excellent. Donc pour répondre clairement à la réponse Marion, oui, on doit déjà se préoccuper de l'IA Search. Pourquoi? Parce que ça a surpris tout le monde. Ça a été lancé en 2022. On ne va pas refaire l'histoire, mais aujourd'hui, la réalité, et ce sont les derniers chiffres de 2025, c'est que 3 milliards d'utilisateurs chaque mois utilisent l'IA. Donc, c'est devenu un outil grand public. Et je le répète, je mets dans ces chiffres Google AI Overview. C'est pour ça qu'on arrive à 3 milliards et c'est déjà autant d'utilisateurs que les moteurs classiques. Et je parle d'utilisateurs uniques et pas de requêtes. En nombre de requêtes, Google est loin devant. Mais en utilisateurs, ça va très très vite. Et on peut le rappeler d'ailleurs que Google AI Overview n'est pas encore lancé en France, Non. mais que ça ne saurait tarder. On ne sait pas effet. quand, mais voilà. Et justement, où et comment l'IA Search s'impose aujourd'hui, David? Oui, alors on a déjà vu des éléments, mais si on regarde un petit peu plus en termes de secteur, je vous laisserai regarder à tête reposée dans le replay, mais dans cette étude McKinsey, on voit que tout ce qui est bien de grande consommation, vous voyez, dès qu'il y a des produits un peu électroniques ou il y a des caractéristiques techniques, pour découvrir le sujet, pour comparer, ces outils sont géniaux. Dans le tourisme aussi, ça fonctionne très très bien. Ce qu'il faut retenir, et c'est une répétition assumée, en B2C, il y a vraiment une domination des IA Search là où ils sont les meilleurs, c'est phase de découverte, d'inspiration, de comparaison. Et pour le B2B, le pendant, c'est phase de cadrage pour découvrir un nouveau sujet et de benchmark des solutions. Là, c'est vraiment le travail qui est fait à la place de l'utilisateur derrière son interface. Et dans le nouvel écosystème, c'est évidemment pas une surprise, ChatGPT, mais il y a une nuance, ChatGPT a tiré le premier et en tire un vrai avantage avec près de 44% de part de marché, mais ça ne tient pas compte de Google AI Overview, qui lui est plutôt vu dans Google. Gemini remonte fort. Vous avez vu que hier, ils ont lancé Gemini 3. On passe vite, mais sincèrement, Gemini 3 annonce des choses vraiment très intéressantes et va probablement combler son retard. Et si on inclut Google AI Overview, c'est vrai que l'écosystème Google touche déjà 2 milliards, 2 milliards et demi de personnes. Donc, tout change, mais rien ne change. Il faut quand même garder à l'esprit, malgré toute la hype justifiée de l'IA Search, que finalement, c'est un nouveau canal d'arrivée sur les marques, mais que c'est au sein d'un écosystème bien plus large. Google demeure, Bing aussi, mais il y a aussi tous les réseaux sociaux, les plateformes Meta, etc., les médias, les e-commerçants. Finalement, l'écosystème est bien plus large. Par contre, l'IA a inondé tout l'écosystème. Et finalement, il ne faut pas, je dirais, avoir des œillères et être uniquement rivé sur ChatGPT. Ce qu'il faut, c'est essayer de reconstruire le parcours de vos clients qui est le plus souvent chaotique et qui passe d'une interface et d'un écosystème à l'autre. Finalement, c'est le parcours de l'utilisateur qui change, vous l'avez compris, et le rôle de Google avec. Et si on devait le synthétiser, pour se comprendre,
eh bien, on regarde en bas dans ce graphique à gauche, et ce qu'on voit, c'est que désormais, on découvre, on considère, on évalue avec une interface IA. On peut venir valider dans ses propres réseaux et sphères, qu'elles soient dans le groupe WhatsApp ou sur LinkedIn si c'est du B2B ou de l'Insta et du TikTok. Et à la fin des fins, qu'est-ce qu'on fait encore aujourd'hui? Eh bien, on va taper dans Chrome ou dans Safari, donc ouvrir une session Google pour aller vérifier ce qui se dit aussi sur la marque. Et à la fin, c'est comme ça qu'on va accéder au site de la marque. Donc le rôle de Google change aussi. Il est de plus en plus passeur et moins utilisé pour découvrir un sujet. Vous voyez que les choses se changent un petit peu. Voilà, donc où et comment l'IA Search s'impose? Eh bien, dans les pays où AI Overview est déployé, voilà, parce que ça en fait un outil de masse. Voilà, dans les phases de découverte, considération, décision, plutôt dans la grande consommation. Il ne faut pas négliger non plus les réseaux sociaux. Et c'est là qu'on va un peu plus s'attarder sur comment il faut être présent et être sélectionné, cité par ces IA. Merci David. En tout cas, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que pour apparaître dans les IA Search, il va avoir des prérequis à respecter. Spoiler alerte, ça ressemble quand même aux prérequis pour avoir une bonne visibilité SEO. Hein. Sauf si tu me contredis, David, je pense pas. Oui, on va passer assez rapidement parce que je ne vais pas refaire l'histoire du SEO, mais comme on le disait tout à l'heure, le GEO, c'est le prolongement du SEO. Donc, si vous ne validez pas les prérequis techniques pour que vos pages soient toutes identifiées, indexées, le contenu dessus identifié, crawlé, compris. Donc, il faut lever tous les freins. Si je dois m'attarder sur un seul, c'est le JavaScript, et c'est le cas classique. Et Marion, on le voit chez nos clients. Oui. On a des fois des marques bien connues qui nous disent, je ne comprends pas, on ne se voit pas dans le chat GPT sur tel sous-site ou catégorie, ou etc. Le JavaScript masque le contenu. Ces outils sont sont beaucoup plus rudimentaires que Google, et donc ils ne voient pas le contenu. Voilà, donc il faut lever ces fondamentaux techniques. Oui, justement, qui a un client récent qui veut vachement mettre en avant son store. Sur les LLM, quand on a fait l'audit de visibilité, on s'est rendu compte que c'était le site corpo qui ressortait énormément et pas du tout le store. Et donc, on a fait l'audit technique derrière et voilà, on est en plein dans le mille. Le store est entièrement géré en JS, donc forcément invisible pour les LLM. Voilà, pour avancer, et ça, c'est un point important à comprendre ce matin. Il faut aligner le owned media et le earned media. Et ça, c'est un changement d'organisation complet. On en reparlera, et de méthodologie. Et le owned, en 2 mots, c'est tout ce que la marque maîtrise et a à sa disposition. Son site web, tous ses actifs qu'elle maîtrise, son blog, c'est toute sa stratégie d'emailing, newsletter, ses comptes sociaux, ses flux produits si vous êtes un e-commerçant. Et ça, c'était le précaré du SEO. Ce qui change, c'est que pour construire la réponse, les LLM vont surtout et beaucoup manger ce qui se dit de votre marque, c'est-à-dire tout le earned media, les relations presse, l'exposition médiatique, les bouches à oreille, donc les réseaux sociaux, selon le secteur, l'UGC, les avis clients. Et c'est ça qui est nouveau, parce que c'est tout ça qu'il va falloir prendre en compte, donc owned plus earned media. Mais il y a une hiérarchie. Et la hiérarchie, c'est que le earned media est dominant. Si on s'attarde sur cette étude universitaire de Toronto, au Canada, donc elle nous dit des choses extrêmement importantes, que ce soit, par exemple, ChatGPT, en bleu, le earned media dans les sources est hyper dominant. Ce qui se dit sur votre marque quand on pose une question va être beaucoup plus important que ce que vous dites sur votre site, même si c'est un passage obligé. Donc, le earn, c'est en bleu, le owned, donc ce que dit la marque, c'est en vert. Et vous regardez, par exemple, que sur ChatGPT, le social est très présent. Par contre, sur AI Overview, c'est un peu plus équilibré entre ce que dit la marque, ce qui se dit de la marque et ce que le social dit de la marque. Et en phase de informationnel, donc awareness et considération, ce que l'on voyait tout à l'heure, c'est beaucoup plus équilibré chez AI Overview. Par contre, chez ChatGPT, c'est d'abord et beaucoup le earned. C'est pareil pour Perplexity, en fait. Après, sur la partie AI Overview, il y a aussi beaucoup le social qui est mis en avant parce qu'il y a beaucoup YouTube. Exactement. YouTube détenu par Google, donc forcément, tendance à mettre en avant son écosystème. Exactement. Et sur le earned media, si on voulait encore zoomer plus, les relations presse sont le levier essentiel pour votre marque.
Et c'est pas simplement de la théorie, c'est des cas concrets qu'on a pu concrètement mesurer. Tu parlais de Sophia tout à l'heure. Il y a un autre sujet qui s'appelle deuxièmeavis.fr qui a fait l'objet d'une autre conférence qui est disponible en replay. Qu'est-ce qu'on a appris à travers et il y en a d'autres, ces exercices concrets, qu'en fait, les médias digitaux cumulent audience, ciblage et pertinence. D'ailleurs, si on s'attarde sur le domaine authority, qui n'est pas utilisé par ces outils, mais juste pour comprendre, eh bien, ils sont en haut de la pyramide informationnelle. C'est eux qui ont l'autorité, ces médias. Et donc, les LLM ont besoin de contenu fiable, de contenu autoritaire. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils s'appuient sur les médias. Et donc, si votre marque apparaît et un porte-voix dans les médias, fatalement, vous serez meilleur dans le SEO, parce que c'est comme ça que fonctionne Google aussi, mais dans les LLM. Et donc, on a une audience qui est énorme. Tu es en train de dire, David, que si on ne fait pas de RP, en fait, on a beaucoup moins de chances, en fait, on se tire une balle dans le pied. Exactement. Okay. Et si on veut encore finir de se convaincre, slide suivante, on peut regarder, en fait, les accords et aussi les procès, et surtout les accords en bleu, entre les gros acteurs LLM, Meta, Midjourney, Mistral, Microsoft, OpenAI, bien sûr, Google, Amazon. Donc en bleu, regardez avec qui ils ont des accords. En fait, pour lutter contre les hallucinations, ces outils ont besoin de s'appuyer sur de l'info fiable. Donc ils vont scraper Google, mais ils vont aussi passer des accords, OpenAI avec Le Monde, Mistral avec l'agence France Presse, etc., etc. Donc, en fait, oui, le social, oui, les comparateurs, mais oui, surtout les médias, en fait. Et donc, si nous ne sommes pas présents dans ces médias, si vous n'avez pas le porte-voix, ça ne marche pas. Oui, ils s'accordent beaucoup sur la fiabilité des données, etc., donc sur les critères EAT. Tout à fait. Qu'on en reparlera voilà, après. Exactement. Et puis, pour finir là-dessus, parce qu'on va laisser place à la méthodologie derrière, ce qui nous intéresse le plus, mais pour finir sur ces prérequis, sur le own media, je ne fais qu'une répétition des basiques du SEO, mais il ne faut pas décrire vos solutions, il ne faut pas décrire les solutions et les services que vous apportez à vos clients. Il faut surtout expliquer en quoi vos produits, vos services viennent résoudre un problème chez le client dans sa situation. Il est idéal pour, il est utilisé dans le cadre de, bref, s'adresser à l'utilisateur et répondre à sa question. Et ça, c'est vraiment important. Mais surtout, ne pas le faire partout, le faire de façon organisée autour de clusters et d'angles éditoriaux bien choisis. Marion va nous l'expliquer tout à l'heure. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a vraiment besoin de se canaliser, d'angler, plutôt que d'essayer de viser des mots-clés. Ce n'est pas du tout le sujet. On vient régler des problématiques. Il ne faut pas faire un peu de tout, histoire d'essayer d'être un peu partout, ça ne fonctionnera pas, et de moins en moins de toutes les façons. Il faut prendre une thématique ou plusieurs prioritaires et il faut la traiter entièrement de A à Z. C'est la seule façon pour que ça marche. Exactement. Voilà, et donc il faut intégrer dans ces contenus toutes les caractéristiques clés pour réussir. Je passe très très vite, mais la première ligne que j'ai mis en rose, c'est si les intentions de vos utilisateurs, c'est de venir évaluer, comparer, explorer vos solutions et vos solutions, il faut leur apporter ces éléments chez vous. Sinon, ils vont le trouver ailleurs. Voilà, et bien sûr, des informations factuelles, attribuables, vérifiables, des données chiffrées, avec des sources là aussi solides. Et puis, si possible, transmettre des contenus qui soient en bloc modulaire, scannable, extrayable, aussi bien facilement par l'utilisateur et donc par voie de conséquence par les LLM. J'insiste juste sur un petit point, c'est que c'est vous les experts, c'est vous qui devez apporter la donnée et justement tous les éléments différenciants qui ne se trouvent pas sur Internet, que vous avez en interne. Oui, ça prend du temps. Si une agence vous demande de donner des datas qu'on ne trouve pas sur Internet, faut le faire parce que c'est ces éléments différenciants-là qui feront que votre contenu est bon, qui se trouve nulle part ailleurs, qui sera repris, cité, etc. Et c'est que comme ça que vous aurez des contenus résolutifs. Donc, c'est aussi arrêter de prendre des choses qui sont déjà écrites sur Internet et les recracher. C'est vraiment faire vos propres contenus avec vos propres data. Très important. Valider EAT, mais on va passer vite. Voilà. C'est déjà ce qu'on a dit. On l'a déjà dit, mais... Et on passe aux prérequis pour apparaître...
Les prérequis nous disent justement que les fondamentaux techniques, éditoriaux demeurent. Ce qui change, c'est le prolongement de la discipline au earned. Et puis surtout, aborder les choses avec méthodologie, c'est ce qu'on va voir avec toi. Oui, je vais reprendre la main, tu peux faire la pause du coup, c'est bon. On va voir ensemble du coup comment savoir si votre marque est déjà citée par les IA Search, en tout cas, quelle est la méthode pour le faire. L'idée ça va être justement, de faire le fameux, POC Géo, donc Proof of Concept, Géo. On appelle ça Proof of Concept parce que, c'est des tests, hein, c'est du test and learn. C'est pas quelque chose qui marchera toujours de la même façon pour les mêmes personnes et on n'est même pas sûr que dans 3 mois, la méthode fonctionnera exactement de la même façon. Il faut toujours garder en tête que ça sera du test and learn et que chaque POC sera différent en fonction des clients, de leur thématique, de leur écosystème, etc. Donc la première chose à faire, ça va être de paramétrer le POC GEO. Donc on va valider avec vous la thématique ou les thématiques à tester. Et là, on le redit, il faut choisir ses combats. On ne peut pas tout faire. Donc, on vaut mieux prendre une thématique pour démarrer, mais la traiter entièrement plutôt que de tout faire en même temps. Donc ça, c'est intéressant de voir aussi avec les priorités commerciales. Pas juste se dire, ah bah ça c'est sympa, je vais le faire. C'est non, qu'est-ce que vous voulez comme lead derrière. Donc ensuite, il faut travailler en commun sur la définition du parcours d'achat. David le disait au préalable, c'est chaotique, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas quand même deviner les phases, même si ils vont pas faire tout dans l'ordre. Mais généralement, on a une phase un peu d'information où votre prospect va s'informer autour de votre thématique, une phase de comparaison où il va se dire, ok, donc il existe telle et telle entreprise, je vais regarder un peu ce qui se fait, tel produit, tout ça. Et après, la phase de conversion, là où il va vraiment conclure un achat. En fonction de ces phases-là, les questions ne seront pas les mêmes et la stratégie à adopter ne sera pas les mêmes. Donc, c'est important de les définir. Choix aussi des LLM à tester en fonction des pays où vous êtes, en fonction de votre secteur aussi, B2B, B2C, etc. Et ça, l'agence peut vous renseigner sur la méthodologie à adopter. Généralement, on fait à minima ChatGPT et Google I.O. Pour les entreprises internationales. Et enfin, le gros du travail, ça va être d'identifier vos personas et leurs préoccupations. Donc le persona, ça va pas être Michel, 53 ans, DSI. Ça va être d'aller beaucoup plus loin que ça. Ça va être de savoir toutes les questions qui va se poser à propos de votre activité. Et ça, en réalité, même si ça semble compliqué, vous avez généralement la data en interne, mais il faut aller la chercher. Et ce qui est le plus compliqué, c'est qu'il va falloir qu'on casse les silos et qu'on travaille avec tous les services de votre entreprise. Aujourd'hui, c'est pas un travail qu'on peut faire juste avec le service web ou SEO. Ça va être un travail qu'on va faire avec votre service com également, votre service social, commercial, etc. pour avoir la donnée la plus fiable possible. Sinon, on restera que sur des hypothèses que nous, on aura trouvées, mais jamais sur de la donnée fiable. Donc, c'est très important de garder ça en tête et d'aller voir les autres services et de se dire, bon, pour une fois, on va tous bosser ensemble, plutôt que chacun de notre côté, parce que la finalité, elle est la même pour tous, c'est d'avoir des leads. Et généralement, vous êtes un peu tous d'accord sur les thématiques sur lesquelles avoir des leads, quoi. Dans le cas où vous êtes une petite entreprise avec une faible autorité digitale pour le moment, si votre marché est saturé ou trop concurrentiel, il y a aussi des possibilités. C'est pour ça qu'on vous disait l'IA Search, c'est pour tout le monde. Si vous êtes dans ce cas-là, il y aura deux options. Soit vous privilégier des sous-thématiques plutôt que la thématique principale. Donc, ce que je prenais comme exemple, ça va être quelqu'un qui me dit moi, je travaille sur le prêt immobilier, je veux me positionner sur ça. Ok, mais aujourd'hui, tu n'es pas à la hauteur de l'autorité digitale, je ne sais pas, d'un crédit mutuel, par exemple. Mais tu peux aller essayer de te mettre sur la sous-thématique de l'assurance liée au prêt immobilier, parce que tu le proposes aussi. On va travailler ça. Ça va commencer à te faire connaître sur la thématique large du prêt immobilier. Tu vas réussir à te positionner, parce que l'assurance prêt immobilier, c'est quand même quelque chose d'un peu plus niche, même s'il y a des recherches. Et petit à petit, on pourra améliorer ton autorité digitale et aller sur des thématiques qui seront plus concurrentielles. Ou alors, on prend carrément le parti de travailler sur une nouvelle thématique en créant un nouveau concept ou une nouvelle expression.
appeler quelque chose autrement que comme ça s'appelle aujourd'hui, ou d'anticiper un nouveau besoin qui va arriver parce que vous savez que, je sais pas, une loi va évoluer, et de commencer dès maintenant à en parler pour préempter le marché sur tous les canaux. Donc pour le coup, nous, c'est ce qu'on a fait avec l'agence WAM autour du concept de Digital Brand Authority ou d'autorité digitale. On a pris le parti de se dire, OK, on va arrêter d'essayer de se positionner sur agence SEO, de bourriner. L'idée, c'est qu'on fasse plutôt rayonner notre marque autour de nos valeurs et de comment on voit aujourd'hui le search. Et aujourd'hui, on fait pas du SEO. On travaille sur l'autorité digitale de votre marque. Et du coup, on construit toute notre communication autour de ça. Et pour le moment, effectivement, comme c'est une nouvelle expression, même si on commence à en entendre parler un peu de partout, donc on est assez fiers de ça, on préempte forcément les résultats de recherche. Merci pour la page de pub, Marion. De rien. Je sais, tu n'oublieras pas de me payer après ce petit webinaire, s'il te plaît. Deuxième étape, donc ça va être la sélection du prompt. Là, c'est très important, c'est vraiment tout ce qui va faire la qualité de votre travail, d'audit. On sélectionne les bons prompts par phase d'achat. Donc, c'est-à-dire qu'on en sélectionne 10, par exemple, sur la phase informationnelle, 10 sur la phase de comparaison et 10 sur la phase de conversion. Et comment on fait? L'idée, ça va être encore une fois d'aller taper dans les autres services, d'aller taper à la porte des autres services, pas vos services bien sûr, pour aller récolter les données terrain. Nous, de notre côté, on va faire des recherches avec nos outils et vous validerez tout. Donc, nos petits tips, c'est de ne pas ignorer les volumes à zéro parce que vous le savez, avec l'adoption des LLM, chaque personne écrit une question différente de son côté, donc on ne peut pas se baser sur des volumes de recherche. Pensez aussi au type de recherche. Donc, ce que vous expliquiez tout à l'heure, David, est-ce que ce prompt va déclencher une recherche web ou est-ce que justement le LLM va se limiter à aller chercher dans sa base de données? On va favoriser plutôt les prompts qui déclenchent les recherches web pour pouvoir faire une action. Récupérer toutes les vraies questions grâce à tout ce qui est UGC, à vos services SAV, etc. S'aider d'une étude d'intention thématique. Je ne parle pas d'étude de mots-clés, ça va vraiment être une étude d'intention. Donc, c'est plutôt des formats de questions. Sur votre thématique, utilisez les LLM aussi pour vous aider à trouver les questions et vous aider de la SERP, tout ce qui est Pipoloso Ask, les P0, les recherches associées, c'est des datas qui sont gratuitement disponibles et que vous pouvez utiliser pour imaginer les questions de vos personas. Là, je vous ai mis des captures d'écran, mais elles sont extraites du webinaire que j'avais déjà fait, donc vous pourrez aller voir aussi le replay, mais sur comment aller chercher tout ça justement et comment aller interroger l'IA. Derrière, ça va vous faire un beau fichier Excel. Là, j'ai mis juste une petite sélection de ce qu'on a fait pour un client. Donc, l'idée, c'est que vous retrouvez à chaque fois la phase du parcours d'achat, la catégorie, la cible. Là, on était dans le secteur bancaire. Donc, soit c'est vraiment des questions générales, soit ça va être une cible qui veut faire un nouvel achat, ce qui est différent, par exemple, d'un rachat, etc. Les prompts qu'on a sélectionnés et derrière s'ils déclenchaient ou pas une recherche. Là, on a pris le parti de sélectionner quand même des contenus qui ne déclenchent pas de recherche web parce que notre client a une forte autorité digitale et a des actions RP coordonnées. Donc, on va pouvoir aller influencer les résultats de la base de données des LLM. Voilà. Si du coup le prompt mentionne des marques ou en site, si notre marque est déjà citée ou pas sur le prompt et si des sources bancaires sont ressorties ou pas. Donc voilà, vous allez avoir ce fichier-là. Troisième étape, on lance vraiment la phase d'audit. Donc, ça nécessite un outil, pour le coup, pour que ce soit plus facile et efficace. On conseille quand même de se doter d'un outil spécialisé, même si c'est faisable à la main, mais c'est très, très long. Et ce qui est important, c'est de faire un benchmark des outils existants du marché pour choisir la solution qui vous correspondra le mieux. Et David va prendre la parole à ce sujet juste après. Gardez en tête qu'on ne monitore pas une position, c'est pas comme le SEO, on monitore une part de voix. Donc, sur un échantillon de prompt et une plage de date limitée. Donc, vous pouvez le savoir, c'est sûr, il y a des biais. Forcément, ça sera jamais la vue globale. Les résultats vont donner en fait une idée de la part de voix de votre marque sur la thématique et une indication de la stratégie à mener. Mais faudra pas qu'on vous demande ah oui, mais quand je tape ça, on n'est pas premier sur ChatGPT. Ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Les recos qu'on a, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de vous baser au moins sur 10 prompts par phase pour avoir quand même un panel assez large et de faire tourner votre outil sur au moins 3 jours.
Pourquoi? Parce que du one shot, c'est pas fiable. Vaut mieux que ça tourne sur plusieurs jours pour que vous puissiez comparer les données ou choisir un jour avec davantage de données. Et David, je te laisse juste la parole sur la partie outils du marché. Oui, je vais pas m'attarder, trop longtemps, mais c'est vrai que les outils pour monitorer, la visibilité, et plus exactement les citations, les mentions, des outils des marques dans les LLM, déjà elle est naissante, mais alors par contre elle est pléthorique vraiment et assez inégale aussi. Alors je vous ai mis, des mondiaux, des costauds, je vous ai mis des locaux comme Botrank, qui est lyonnais, Query qui est français aussi, et bien sûr en rouge les gros. Profound, ce sont des anciens, je crois, de Microsoft qui ont levé 40 millions de dollars. Vous avez évidemment SEMrush et Ahref, mais pourquoi je les ai mis en rouge, SEMrush et Adobe? Parce qu'ils ont chacun leurs outils et hasard du calendrier, hier soir, ils se sont mariés. Adobe s'est marié à SEMrush et donc il est très probable que les gros vont rester gros et vont s'imposer et qu'il y aura un petit peu de déperdition dans tous les outils qui se sont installés dans le paysage. Mais il y a de très belles propositions locales aussi, hein. Je ne veux surtout pas opposer les choses. Par contre, l'offre, encore une fois, est inégale avec beaucoup de biais. On s'y attarde pas plus que ça, mais je vous ai mis un lien d'un benchmark qui a été fait au mois de juillet par Women in Tech SEO, qui est très bien fait. Et si vous voulez commencer à évaluer par vous-même ces outils, c'est une très bonne lecture. Merci David. Sans transition, la 4e étape, on trie la data sur l'analyse. Il y a 2 parties. Ça va être la partie où il y a le focus sur votre marque. Donc, est-ce que sur les résultats qu'on a, votre marque est citée ou mentionnée sur les prompts surveillés? Quels sont vos contenus ou contenus qui parlent de vous, la nuance, qui ressortent? À quelle fréquence et quel format? Et quels sont leurs sujets? Et très important, quelle est la part de réponse entre le owned et le earned sur les prompts que vous suivez. Ça nous permettra de savoir s'il faut faire que des RP, par exemple, parce que c'est possible, ça peut être la réponse, ou s'il y a des actions à faire sur le site web directement, etc. Et après, il y a en dessous les 3 points, ça va être sur la partie concurrentielle. Donc, quel type de site ressortent? Est-ce qu'on est sur vos prompts et par phase sur beaucoup de médias? Est-ce que ça va être beaucoup de sites propriétaires? Est-ce que les réseaux sociaux sont dominants? Quels sont les domaines qui ressortent le plus? Par exemple, les médias, est-ce que, je sais pas, ça va être les Échos? Est-ce que ça va être Le Monde? Est-ce qu'il y a un média particulier qui présente le marché ou pas, enfin, qui présente les résultats ou pas? Très intéressant à savoir, ça va aussi vous permettre d'adapter votre stratégie. Quelles sont les marques les plus citées aussi? Quelle part entre owned et earned? Et là, c'est intéressant d'aller regarder leur maturité SEO pour le coup et aussi leur autorité digitale. Et enfin, quels sont les types de contenus qui ressortent le plus? Sous quel format? Est-ce que ça va être des vidéos? Est-ce que c'est, justement des tableaux comparatifs, des guides, et cetera? Donc tout ça, ça va, vous faire, un travail, de data à mener et du coup à analyser et c'est la raison pour laquelle un outil seul n'est pas suffisant. Il faut vraiment rajouter la partie, méthodologie et analyse. Et là, c'est, rapidement l'extrait d'analyse, d'un client, justement avec quelques chiffres. Donc là, pour ce client-là, on avait quand même des bons résultats sur tout ce qui était lié à des prompts autour des prompts brandés, on va dire. Donc il y a 27% des réponses ChatGPT qui citaient un domaine de notre client. Il y a 36% des réponses citées par Google AI Overview qui incluaient des réseaux sociaux et notamment YouTube. Ce que je disais tout à l'heure, c'est pas très étonnant pour le coup. YouTube redevient encore plus sur le devant de la scène avec Google I.O. Et par contre, là où notre client avait une forte marge de progression, c'était sur tout ce qui était mots-clés, on va dire plutôt prompt, non brandé, où c'était jamais la réponse. Donc là, on sait qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Et donc en conclusion, comment savoir si ma marque est déjà citée par les IA Search? On va faire une méthodologie de POC GEO. Donc on réalise l'audit de visibilité de la marque, comme je vous disais dans les LLM choisis, sur une thématique définie, des personnes appréciées et des prompts associés. Donc il y a un gros travail de cadrage au tout début en synergie, mais il est primordial, sinon on ne peut pas faire cette méthodologie-là. On récolte la donnée grâce à un outil qui sera bien paramétré et on l'analyse par phase de conversion en se posant les bonnes questions.
L'intérêt de la méthodologie, c'est qu'on a aussi fait le constat parce que là, on commence à avoir de la bouteille sur l'époque géo, que chaque écosystème, même pour les mêmes secteurs d'activité, est propre à chacun. Les résultats sont complètement différents et parfois ne corroborent pas du tout avec ce qu'on peut voir en stats classiques sur le own, le earn, etc. Donc en fait, c'est très important de le faire différemment pour chaque marque parce que la tactique derrière sera à chaque fois différente et sur mesure. Et comment on passe de l'audit à l'action, Marion? Très bonne question, Marion. En premier, Il nous reste 5 minutes, voilà, Marion. je vais aller très vite. En premier, ça va être obligatoire de faire un audit technique de votre site pour toutes les raisons qu'évoquait David tout à l'heure, par exemple le JavaScript qui rend invisible votre site pour les moteurs IA, et le tracking aussi, parce que derrière, l'idée, ça va être de pouvoir traquer correctement les résultats de vos actions. D'adapter la stratégie de contenu à votre besoin. Si je vais vite sur les prompts ou le own des majoritaires, il va falloir travailler sur votre site en propre en cartographiant tous vos contenus pour voir ceux qui ressortent et ceux qui existent mais qui devraient ressortir. On les audite et on en tire justement les bonnes pratiques et ce qu'il faut retravailler. On identifie tous les trous dans la raquette de votre thématique, donc là où vous répondez pas encore et où vous allez devoir produire du contenu. Je vous renvoie vers justement le webinaire que j'avais fait en octobre avec Virginie sur concevoir une stratégie éditoriale efficace pour les LLM et le SEO. Et sur la partie réseaux sociaux, même méthodo. Il va falloir cartographier les posts et vidéos de votre marque qui ressortent et ceux que vous avez mais qui devraient ressortir sur les prompts que vous suivez mais qui ressortent pas, les auditer et identifier les trous dans la raquette. Vous verrez de toute façon le social et le web a tout intérêt à travailler en commun. Sur la partie earned, on va pas arrêter de le répéter, mais ça va être la réponse de casser les silos. L'idée, ça va être si vous voulez travailler, vous voulez être autoritaire dans les LM sur vos prompts sur la partie earned, c'est d'aller déclencher une stratégie RP comme le disait très bien David tout à l'heure. Donc travailler avec votre service com, pas le choix. Sur la partie aussi UGC, donc les avis, etc., ça va être de travailler avec votre service commercial et SAV, donc sur une stratégie. Et pour les réseaux sociaux, pour qu'on parle de vous. Donc ça, c'est pas sur les pages que vous détenez, c'est que d'autres personnes parlent de vous sur les réseaux sociaux. Là, ça va être de travailler sur une stratégie d'influence. Et derrière, et ça c'est très important, je pense qu'il faut le garder en tête, c'est le point à garder en tête et qui change un peu, ça va être, on n'a pas son plan de publication chacun de son côté. Il n'y aura pas un plan de publication pour les RP, un pour les réseaux sociaux et un pour le web. Ça va être de faire un planning de production global. C'est-à-dire qu'on se met tous ensemble autour des mêmes thématiques globales et autour des mêmes temps forts. On se dit, OK, là, on travaille sur cette thématique-là. C'est quoi le temps fort en fin d'année, parce que en fin d'année, on est sur les budgets. Et du coup, là, il faut qu'on coordonne tout, que sur le site web, sur les RP, sur les réseaux sociaux, on parle de cette thématique-là ensemble avec les mêmes termes. Bien sûr, il y aura plus de marge de manœuvre sur le site web où généralement vous pouvez créer plus de contenu que pour les RP, mais l'idée encore, c'est de coordonner vos actions. Donc, même si vous avez qu'un communiqué de presse par trimestre, je dis n'importe quoi, essayez de le coordonner avec un dispositif web et social. En gros, l'idée, ça va être que pour une thématique, on répond à l'ensemble des questions d'une même voix sur le bon canal où se trouvent vos cibles. Et David, je te laisse la parole sur... Voilà, en 2 minutes, comment faire de l'IA Search un avantage durable pour votre marketing? Parce qu'on a compris que ces outils se sont invités dans le quotidien de recherche de tout le monde et de vos clients, de nos clients. Eh bien, il faut opter pour de nouvelles métriques pour le search. Et ça bouscule tous les marketeurs, ça bouscule les CMO et même leur direction. En fait, il va falloir préférer mention, citation, part de voix de votre marque au clic, parce que la résultante des réponses générées par l'IA, c'est qu'il y a un affaissement global des taux de clics pour les marques. J'ai mis des exemples d'études et il y en a pléthore qui disent toutes la même chose, parce que les États-Unis ont 1 an d'avance, notamment grâce à eOverview déployé là-bas. Les clics fondent comme neige au soleil. Finalement, CMO, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il faut viser la citation dans les sources et la mention dans les réponses de ces outils comme un objectif de mémorisation de votre marque. Ça, c'est le point le plus important à comprendre avec le GEO. Et ça veut dire qu'il faut aller expliquer à votre direction, et nous, on vient en aide à ça, qu'il faut remplacer progressivement le clic et l'audience brute, qui sont les KPI utilisés partout dans toutes les
tous les services marketing depuis près de 20 ans maintenant. Encore une fois, les mentions de votre marque. Le sujet, c'est la marque. Mention, citation, évolution du volume de demande sur votre marque dans tous les écosystèmes, Bing, Google, YouTube, l'évolution du trafic de marque et privilégier les données qualitatives de circulation sur vos actifs marketing, pas que le site d'ailleurs, encore une fois, plus que l'audience brute. Et donc, par voie de conséquence, il va falloir que de la tête aux pieds, l'entreprise, de la direction, CMO, jusqu'aux acteurs de la marque dans la production, soit alignés par les OKR, Objective Key Result. Parce qu'on ne peut pas être encore objectivé au clic si le sujet, c'est d'être cité, d'être mentionné. Encore une fois, on n'a pas encore High Overview, comme l'a dit Marion, mais on sait que ça va arriver. Et donc, tout le monde va avoir des clics qui baissent sur son site et sur ses dashboards. Il faut s'adapter. Et du coup, grosse stratégie justement de data à avoir. Il faut vraiment que ces nouveaux KPI-là soient trackables de votre côté. Donc, faire un audit de tracking, comme je disais, mais même aller plus loin et travailler avec un data analyst pour pouvoir avoir la remontée de ces données. Ça va être primordial. Exactement. Ça implique donc d'être irréprochable sur le tracking de la data sur votre site, mais sur tous les actifs que vous maîtrisez, le owned dont parlait tout à l'heure Marion également. Je ne rentre pas dans le détail technique, mais vous ne pouvez pas faire gérer ça par le stagiaire. Alors ça peut faire sourire, et c'est heureusement une minorité, mais ça peut arriver. Heureusement, on prend toujours l'exemple extrême pour grossir le trait, bien sûr, mais ce que l'on veut dire, c'est qu'il doit y avoir une véritable politique de tracking data. La mémoire doit être organisée et le sujet pour vous, CMO, c'est la donnée doit être fiabilisée. Parce que si le sujet, c'est de comprendre ce qu'il se passe sur le site et plus simplement l'audience brute, on doit être irréprochable, connecter le CRM, parce qu'à la fin des fins, le juge de paix, c'est la conversion. Est-ce qu'à la fin, on a plus de business? Encore une fois. Et c'est là-dessus que toute l'attention doit être focalisée. Et c'est justement le sujet. Marion l'a dit, du côté de l'organisation, et ça, ça bouscule beaucoup de choses. Oui. Le SEO, c'était un silo à part dans les entreprises, dans le marketing. Aujourd'hui, du côté de l'organisation, on doit travailler en synergie. Ça veut dire qu'on doit tous monter d'un cran ou alors abattre les cloisons de nos silos. Et on doit finalement faire front commun. On peut avoir un quotidien un peu différent, mais on doit avoir des instances communes, marketing, communication, produits. On peut même aller jusqu'au commercial, voir les RH par rapport à la marque employeur. En fait, tous les acteurs de la marque doivent se parler, doivent faire front commun et associer leurs efforts pour le owned et le earned, parce que c'est ça qui va faire la réponse et l'autorité dans le géo, en fait, sur les LLM. Donc, notre obsession commune, l'obsession de ce collectif, ça doit être l'engagement de l'utilisateur vers l'atteinte d'un but. Et c'est ça qui doit être votre obédience collective. Qu'est-ce qui se passe sur le site et pourquoi on n'arrive pas au bout et pas combien viennent sur le site. Et ça bouscule parce que personne n'est réellement prêt. Regardons ce que vivent les Américains depuis un an. Ça bouscule fort, mais il va falloir changer. Voilà. Et ça c'est un changement d'obédience. Ça ne se fait pas en un jour. Il faut plier la feuille dans l'autre sens. En définitive, construire, on doit tous œuvrer pour ce que disait Marion. On œuvre tous pour la même chose, pas pour les KPI de la fin du mois, pour construire l'autorité digitale de ce qui nous réunit autour de la table, c'est-à-dire la marque qui nous emploie. C'est bien de le rappeler, et c'est bien de rappeler que, mais donc ça veut dire que les objectifs doivent suivre, mais donc on doit construire l'autorité, ça veut dire qu'elle doit être experte, parce que c'est ça que le géo récompense, elle doit être crédible, elle doit inspirer confiance, elle doit être conversationnelle, et c'est ça qui fait que vous allez émerger, obtenir la préférence de l'utilisateur, qu'il vous mémorisera, parce qu'encore une fois, la mémorisation, c'est bien ça le sujet, la finalité, c'est ça la Digital Brand Authority, et oui, ça bouscule. On peut aller sur la conclusion, effectivement, parce que
ce qui n'est pas simple et ce qui bouscule aujourd'hui. Et c'est important qu'on s'arrête 2 secondes pour le dire en conclusion, c'est que non, on n'a pas réponse à tout parce qu'on est dans une période instable de transition technique, de transition d'usage. Et donc, les deux coexistent, le SEO classique avec les boomers qui préfèrent encore, comme le disait McKinsey en intro, les moteurs de recherche. Donc le clic, on doit quand même encore le mesurer, avec une Gen Z et une Gen X qui, elle, est déjà sur l'IA Search. Mais comment on fait naviguer les deux? Et il faut acculturer nos N+1, nos N+2, notre direction pour dire que le jeu commence à changer, le paradigme change, donc il faut s'adapter et pivoter. Et nous, on a opté avec Marion, nos équipes chez WAM, pour une posture très humble dans ces temps instables, c'est celle de l'apprenti, du test et de l'apprentissage ensemble. Voilà, il faut observer, il faut tester, il faut ajuster en continu. Mais pour se prémunir contre cette incertitude, il nous semble que ce qui, depuis 20 ans, fait qu'on est encore là, c'est d'apporter une approche méthodologique, voilà, une méthode structurée. On a essayé de vous en montrer les éléments principaux. C'est ce qui nous permet d'expérimenter, d'apprendre, de s'adapter. Voilà, c'est l'empirisme, une fois de plus, qui est probablement le meilleur allié, parce que ça va encore changer dans 3, 6 mois et dans 1 an. Voilà. Oui, c'est sûr. S'il y a quelqu'un qui vous dit je suis expert ChatGPT ou quoi, fort à parier qu'il ne l'est pas. Alors, on voit déjà sur LinkedIn des gens qui sont experts géo. Mais bon, voilà. après, chacun a son angle de communication. Mais tout à fait. Voilà. Ce qui est important, c'est la rencontre entre l'expertise qu'on a des usages et du search et la rencontre avec l'expertise dans vos entreprises. Et avec de la méthodologie, on arrive à faire des choses parce que là où on veut être très positif et optimiste pour aborder vos questions maintenant, c'est qu'on a abordé Sophiap, on a abordé deuxièmeavis.fr qui sont des succès dans les LLM où on a vraiment réussi à préempter la thématique. Il y en a d'autres, on ne peut pas lever le voile sur tous les clients, mais ça fonctionne. Ce qu'il faut, c'est aborder les choses un peu différemment, vous l'avez compris, et pas chercher à être partout, mais à aller chercher des convictions sur des angles précis. Voilà, et c'est comme ça qu'on avance. Parfait, merci à tous les deux. Petit sondage, où en êtes-vous maintenant avec ce webinaire? Est-ce que vous voulez lancer dès maintenant un POC avec nous rapidement? Est-ce que vous voulez approfondir en interne avant d'avancer? Vous voulez attendre et attendre 2026? Bref, voilà, petit sondage qui va être lancé. On va passer aux questions maintenant, le temps que vous répondez au sondage. Marion, si tu peux. Ah oui, pardon. On va passer sur l'agence WAM parce qu'on a dépassé un peu le temps. Je vous laisserai découvrir l'agence. On est basé à Lyon, une 50aine de personnes. On travaille l'autorité digitale des marques, la Digital Brand Authority, comme vous l'avez compris, je l'espère. Et on va passer aux questions. On a Suzanne qui va nous poser comme question. Avez-vous aussi des infos sur le SI et les pubs dans Google et Bing ont un impact? Et peut-on mettre des pubs dans les LLM? Apparemment, aux US, il y a des pilotes déjà pour Perplexity et Microsoft. Voilà, il y avait la réponse dans la question. C'est déjà possible d'acheter des publicités dans iOverview aux États-Unis. C'est effectivement possible aussi par des programmes toujours bêta, pilote dans Perplexity. Et Sam Altman, comme on l'avait prédit, qui a très bien fait sa communication à contre-pied de Google pour s'imposer, avait dit jamais, au grand jamais, nous ne céderons aux sirènes de la publicité, mais les sirènes des financiers ramènent les plus grands des génies sur Terre, les deux pieds, pour leur expliquer qu'à un moment donné, il faut engendrer des profits et donc peut-être penser à la publicité. Et le modèle, en revanche, qui s'imposerait, ce sont les rumeurs aujourd'hui, c'est qu'on pourrait avoir recours à de l'affiliation, c'est-à-dire vous auriez une mise en exergue dans les réponses de ChatGPT et si l'utilisateur est satisfait et achète par ce biais-là, avec le checkout qui est disponible, techniquement, on peut acheter en ligne aux États-Unis dans ChatGPT, il prendrait une commission. Ça rappelle un peu le modèle des App Store
Voilà. Donc, est-ce que c'est le bon modèle? Je ne sais pas. Est-ce que c'est celui qui rentrera de l'argent? Probablement. En tout cas, oui, ça se dessine tout à fait. Et Copilot, pareil, on peut déjà acheter. Donc, tout ça est en train de se structurer. Et dès lors que les usages seront, encore une fois, établis et avérés en nombre, encore une fois, il y a une exposition à plus de 3 milliards de personnes, hein. On parle d'ailleurs d'un accord Gemini 3 avec Siri d'Apple pour début janvier. Ce sont les dernières rumeurs d'hier soir. Bon, bah, c'est donc un produit de masse. Ça veut donc dire qu'on retrouvera de la publicité. Nul doute qu'en 2026, il y aura une offre structurée pour les marques. Oui, oui. Et après, aujourd'hui, ça n'a pas encore d'impact, a priori, malgré tout, dans les remontées. C'est pas parce qu'on fait de la pub qu'on sera mieux cité. Non, Je c'est pense qu'il hermétique. il y avait un peu aussi de cette question-là de Suzanne dans sa question. C'est hermétique. Deuxième question, si les contenus earn sont également importants, ce qui correspond au contenu du site web de la marque, cela ressemble à une sorte de stratégie de création de backlinking. La stratégie géo est-elle donc simplement le prolongement de la stratégie backlinking? Si nous avons déjà la maturité dans SEO, vrai ou faux? Bah, moi, je dirais non, et je vais vous expliquer pourquoi. Et ça, c'est mon obédience depuis toujours, parce que je viens du marketing, c'est ma formation. Pour moi, le backlink est une anomalie. C'est une adaptation à un algorithme qui, historiquement, était pauvre et ne permettait pas autrement de comptabiliser ou de matérialiser une autorité. Donc, on comptait les liens, on comptait avec un certain nombre d'éléments autour pour dire ah bah tiens, le site est autoritaire. Mais qu'est-ce que nous a demandé depuis des années Google? C'est pas de construire un réseau de liens, c'est de construire des marques. C'est ça en fait que Google nous demande. Et je trouve au contraire que avec le géo et les capacités algorithmiques de ces outils, grâce à la technologie des transformers, mieux comprendre le sens de ce qui se dit d'une marque. On n'est plus dans quelque chose de basique où on va compter un lien indépendamment de son contexte. On va plutôt prendre en compte qui dit quoi de la marque. Et si c'est les médias, ça a encore plus de valeur. Donc Mais le c'est ça, ouais. sujet, c'est qui parle de moi en fait. Et si mon porte-voix est lui-même autoritaire, il a plus de poids pour la marque. Et on s'en fiche Voilà, d'avoir le lien. L'idée, c'est pas que des c'est ça. gens nous fassent des liens. L'idée, c'est que les gens parlent de nous, parlent de notre marque. Pour les LLM, C'est ça. c'est qu'ils s'en fichent de s'il y a des liens ou pas. Ils veulent savoir si Oui, justement d'autres sites qui sont Mm. autoritaires, donc pas aussi des sites bizarres oui. sortis de je ne sais où, parlent de vous, de votre marque. Donc pas du tout lié avec le backlink. Non, ce sont des outils sémantiques. Ouais, Ils ne voilà. tiennent pas compte des liens. Ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce qu'on dit de la marque et qui le dit. Voilà. Indirectement, le lien compte encore pour le Google et Bing, hein, bien Voilà, sûr, c'est ça. mais on a compris qu'ils perdaient du poids depuis des années. Encore une fois, le sujet, c'est le porte-voix. Et j'ai presque envie de vous dire en conclusion sur cette question qu'il y a un retour au basique en fait de la com. Oui. Simplement, les algorithmes maintenant font que on n'est plus obligé de trouver des contournements. C'est qu'est-ce qu'on dit de ma marque et maintenant on peut le Et comprendre. la sémantique est Voilà. revenue sur le devant de la scène. Exactement. Et c'est Exactement. pour ça qu'on a intégré les relations presse depuis très longtemps chez WAM et qu'on fait des stratégies 2014. de visibilité 2014. Exactement. Ouais, tout à T'étais fait. pas né, Marion. Si. Pardon. Je suis pas si jeune que ça. Question un peu large, mais quel est votre avis sur le référencement des contenus générés par IA? Je pense notamment au filtre des contenus générés par IA proposé par Pinterest. Est-ce qu'on pourrait voir des moteurs de recherche adopter la même pratique? Alors, comment Au répondre à cette filtre question? contenu généré Ouais, par IA. ça, j'ai pas compris la partie filtre. Je peux répondre sur la partie génération de contenu Oui. par l'IA et référencement. On a fait des tests, hein, comme je pense toutes les agences actuelles, et ça se référence pas trop mal. En réalité, le biais, il est pas là, pas sur le référencement en lui-même, il est sur l'intérêt du contenu derrière. En fait, je vous explique. Ce qu'on fait chez WAM, c'est qu'on crée certains contenus effectivement par l'IA, mais on les laisse jamais tels quels. On les réécrit derrière. Ça va plutôt nous servir à faire un brouillon, parce que l'idée derrière, c'est ce qu'on disait, c'est de faire des contenus résolutifs. L'IA
ne réussit pas encore à faire des vrais contenus résolutifs, ça va être l'humain, parce qu'on va rentrer des données clients, des données portefeuille, etc. Et en plus, on va devoir réécrire avec une façon plus humaine en mettant nos valeurs dedans. Donc, ça se référence. Par contre, les taux de conversion, enfin la conversion, l'utilité du contenu, elle est moins bonne que si on crée le contenu ou en tout cas qu'on le retravaille. Voilà. Donc, on n'est pas contre la génération du contenu, mais il faut que le contenu il soit utile et retravaillé. Et relu par des êtres humains. Et relu. Oui, bah on relit. Quand on dit retravailler, Oui. aussi, ça inclut la relecture, effectivement. À part pour des cas particuliers qui sont, par exemple, les contenus de géolocalisation où il faut juste écrire 2 lignes sur une page agence. Là, pour le coup, on peut générer le contenu, mais c'est relu quand même. Ouais, là-dessus, les outils sont assez clairs et Google aussi. Il parle d'une voie commune en disant si la réponse est connue par le LLM, il n'a pas besoin de vous. C'est un peu direct, mais il trouvera la réponse et il répondra. C'est ça. Si en revanche, chez vous, il trouve une réponse plus nuancée, plus contextuelle, que ce soit écrit par de l'IA ou pas, c'est là qu'il vous ressortira. Le sujet, c'est d'être résolutif. Ce qu'on voit dans la pratique, sans paraphraser Marion, c'est que l'IA intervient dans la chaîne de production de contenu, tout le process édito, oui, mais à la fin, si on veut vraiment que ça transpire l'ADN, les valeurs de la marque et ça traduise une situation par l'expertise, la voie d'expertise de la marque, bah, l'humain est quand même, à un moment donné, obligé de s'immiscer dans tout ça. Donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut aborder les choses, avec nuance. Et le sujet, c'est pas IA contre humain. L'un n'est pas incompatible avec l'autre, mais à la fin, ça doit être, comment dire, on doit sentir l'empathie, voilà, tout simplement. Oui, voilà. Voilà, écoutez, on a répondu aux questions. J'espère qu'on y a bien répondu. Merci à tous d'être restés. Encore des gens connectés. Merci Marion, merci David. On vous envoie, mais de rien. Merci Manon qui est à la modération. On vous enverra le replay et on va faire un article récap de tout ce qu'on vient de vous dire qui sera disponible sur le site. Vous pourrez revoir le replay parce que certains nous demandent les slides, on les envoie pas, mais bon, vu que le replay est disponible, profitez du replay, ça fait pour ça. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain webinaire. Et puis, pour les Lyonnais, n'hésitez pas à nous contacter. On a un afterwork à Lyon sur le sujet paid. Dernière page de pub. Et puis après, j'arrête. Voilà. Merci à tous. À très vite. Au revoir. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Au revoir.